En juin dernier, le gouvernement du Québec s'engageait à réaliser le projet de troisième lien entre Québec et Lévis, une traverse autoroutière d'une longueur de 10 km qui passerait sous la pointe de l'île d'Orléans. Pourquoi troisième lien? Parce qu'entre Québec et Lévis, il y a actuellement deux ponts, le pont Pierre-Laporte et le pont de Québec, qui sont tous les deux situés complètement à l'ouest, tout simplement parce que c'est là où les deux rives sont les plus proches. Mais voilà que depuis quelques années, un troisième lien à l'est est réclamé par des groupes de pression. Les principales raisons qu'on évoque, atténuer la congestion sur les ponts actuels et permettre aux automobilistes de traverser d'une rive à l'autre dans l'est de la région. Beaucoup de controverses entourent ce projet. Le débat est devenu très polarisé et donc très difficile à suivre. Mais qu'en est-il des faits? Parce que la voix de la science n'est pas toujours facile à entendre, on a décidé de prendre les 6 principaux arguments pour le troisième lien et on les a soumis à 6 experts de différents domaines. C'est parti! C'est certain pour les gens à Québec, quand ils sont pris dans leur voiture, dans le trafic, c'est pas plaisant. Pour les gens de Québec, ils vivent une congestion qui est croissante. Cependant, lorsqu'on compare avec les grandes métropoles nord-américaines et même villes de la taille de Québec, la situation de la congestion est quand même très raisonnable. Si on regarde la dynamique du trafic à Québec, il y a des enquêtes qui sont réalisées aux 5 ans, l'enquête origine-destination. Et cette enquête-là montre que finalement, le plus gros du trafic là, qui s'est développé dans les dernières années vient des couronnes nord. De l'est de Lévis vers l'est de Québec, en heure de pointe le matin, c'est à peine 1 % de l'ensemble des déplacements qui s'effectuent dans cette direction-là. Donc, est-ce que ça vaut un investissement de 4 milliards de dollars? Bien, on peut poser la question. Les chiffres sont pas très concluants parce que ce qu'on nous dit, c'est que les gens qui auraient intérêt à traverser à cet endroit-là, donc à la pointe de l'île d'Orléans, sont très peu nombreux. Et les gens ne se mettront pas à faire des détours à partir des traversées qui sont à l'ouest pour pouvoir traverser un petit peu plus rapidement à l'est. L'autre élément qu'on sait, et ça depuis 40 ans, c'est bien démontré partout où on s'est entêté à construire des autoroutes, c'est que dans une période de 4, 5, 6 ans maximum, la congestion se réinstalle. Et pourquoi la congestion se réinstalle? C'est qu'on sait que les infrastructures induisent de la demande. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça va résoudre la congestion? Bien, on sait que une augmentation de la capacité routière augmente la demande pour 4 raisons. Il y a une augmentation du camionnage, il y a une augmentation des habitudes de circulation. Ceux qui prenaient l'autobus vont changer de mode. Il y a un déplacement démographique. Donc, quand on dit que ça va augmenter l'étalement urbain, bon, en fait, c'est qu'il y a un déplacement de la population vers ces nouvelles zones-là qui sont ouvertes. Et il y a un changement d'itinéraire aussi. Ce qui se passe, c'est qu'à court terme, ça va diminuer la congestion, mais cette diminution-là va être annulée en quelque sorte dans les 5 à 10 ans à cause de l'augmentation du trafic que ça va causer. L'autre élément qu'il ne faut pas négliger, c'est que quand on ajoute une capacité, notamment sur un pont, si on parle du troisième lien, les véhicules supplémentaires vont devoir se retrouver sur les artères et les rues locales. Donc, on a tendance à isoler un segment, mais à la destination, on injecte quand même des véhicules supplémentaires sur un réseau artériel et local. Et comme je le dis souvent dans mes cours, quand on arrive sur une artère et qu'il y a une lumière, puis qu'elle est rouge, bien, la capacité est nulle. Si ça parvient à diminuer toute la congestion, ce serait probablement le premier cas au monde dans lequel on ajouterait des infrastructures de transport et ça réglerait le problème de congestion. Donc, est-ce que Québec est l'exception à la règle dans le monde? Peut-être, mais en tout cas, disons que si on se fie à la règle et à ce qu'on a observé ailleurs, c'est pas en ajoutant des infrastructures de transport routier qu'on règle un problème de congestion. La voie dédiée aux véhicules privés est celle qui offre la moindre capacité. On va transporter quelque chose comme, je sais pas, si on est généreux, 3200 personnes par heure sur une voie dédiée à des véhicules privés, alors que pour le transport en commun, ça peut être multiplié par 4 ou 5. Donc, si on veut améliorer les conditions de déplacement, il faut mieux utiliser nos infrastructures. Comment on fait? Bien, on met du transport en commun qui va permettre de transporter plus de monde. Ça prend du transport en commun fréquent, efficace, plus direct pour desservir ces populations qui doivent aller sans doute travailler ou aux études. Je souhaite démontrer aux Québécois, hors de tout doute, que le tracé du futur tunnel sera celui qui répond le mieux aux 3 objectifs du projet, notamment à l'intégration du transport collectif. Comme je l'ai dit, en ce qui concerne les déplacements en automobile, il n'y a pas de demande actuellement. Il y a 1 % des déplacements qui vont de l'est de Lévis vers l'est de Québec. Donc, investir
des centaines de millions peut-être en transport en commun dans cet axe-là, c'est aussi une mauvaise idée que de faire un troisième lien pour le transport en automobile. Parce que si on fait faire le détour, le grand détour pour se rendre au pôle d'emploi, qu'on fasse le détour d'un côté ou qu'on fasse le détour de l'autre, c'est pas plus rapide et vous allez vous retrouver encore une fois avec un autre système de transport en commun qui va être terriblement lent et qui ne pourra pas compétitionner l'auto et qui va faire en sorte, encore une fois, qu'on va avoir pensé un bon système de transport en commun et on va revenir encore à l'argument en disant, vous voyez que le transport en commun, ça donne rien parce qu'on n'offrira pas une alternative qui va compétitionner le temps de déplacement de la voiture. Bon, disons que ce sont des arguments de marketing pour essayer de faire passer la chose. Mettre un corridor de transport collectif, s'il est sous-utilisé parce que les gens préfèrent l'automobile, parce qu'on leur a facilité la tâche, c'est tout simplement une dépense qui est totalement inutile. Il peut y avoir des entreprises, par exemple dans le secteur manufacturier, qui sont très largement consommateurs d'espace. Et peut-être que ce qu'ils vont faire, si on leur offre d'avoir accès plus rapidement à la ville, c'est de se délocaliser un petit peu plus à l'est, soit sur la rive sud, soit sur la rive nord. Ce qui arrive à Québec, c'est que l'offre d'emploi est déjà très dispersée. Si on veut avoir un impact réel de vraiment supporter le développement des restaurants de quartier, de la vie de quartier, de densifier Québec, il ne faut pas viser à éparpiller encore plus l'emploi. Il faut regarder à la concentrer, cet emploi-là. Alors, le problème avec ça, c'est que ça devient un cercle vicieux parce que ce pont-là va agrandir le vaste domaine de Québec de maisons principalement unifamiliales et de basse densité, ce qui va à terme emmener de la congestion encore plus grande. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a de sérieux problèmes dans nos sociétés aujourd'hui, c'est justement qu'on a érigé la croissance comme un droit absolu. Toutes les municipalités ont le droit de recevoir des projets immobiliers. C'est comme si tout le monde avait une espèce de droit absolu à la croissance. J'y crois pas. Les coûts qui circulent, en fait, pour la circulation du troisième lien jusqu'à maintenant, il y en a eu un premier qui a été évoqué dans une étude du professeur Mascotte qui parlait de 4 milliards de dollars. Maintenant, les estimations sérieuses qui regardent un peu le projet parlent d'environ plutôt 8 milliards de dollars. C'est un projet qui est ambitieux, là, 10 km de long. On doit passer à travers une zone de faille géologique où il y a des terrains meubles. On doit passer sous la voie maritime du Saint-Laurent, donc on va assez profondément, ce qui fait que les approches sont très, très longues. Les accidents peuvent être de l'ordre de 30 à 40 facilement là, dans beaucoup de chantiers. On ne voit pas comment on pourrait prétendre actuellement qu'une enveloppe de 4 milliards est amplement suffisante. D'autre part, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est le meilleur investissement qu'on peut se faire, ce 4 milliards-là? Est-ce qu'on n'en aurait pas besoin ailleurs? C'est de l'argent qui ne sera pas mis ailleurs. Les routes ont besoin d'entretien. Évidemment, on a un réseau routier très développé et les sondages montraient que les gens du Québec et de la région de Québec étaient davantage intéressés à avoir les routes en bon état plutôt que de mettre de l'argent dans un troisième lien. Est-ce que c'est un bon investissement? Pour le savoir, il faudrait avoir l'étude d'opportunité complète. Le bureau de projet actuellement, son mandat a été revu avec l'entrée du nouveau gouvernement pour que le projet de troisième lien passe directement à l'étape de planification. Donc, on ne sait même pas si c'est la meilleure option. Est-ce que le projet est économiquement viable à l'échelle du Québec? Bien, absolument pas. C'est une dépense incroyable. Puis en fait, on investit dans le problème. Hein. On veut réduire la part de l'automobile dans notre mobilité, puis on investit pour augmenter la capacité, on investit pour encourager le développement urbain sur des territoires qui ne sont pas développés. Puis je me permettrais d'ajouter l'enjeu social. Je pense pas qu'on va desservir toute la population et on va surtout pas s'intéresser aux personnes qui sont les plus vulnérables de notre société en ciblant sur une solution orientée autour de l'automobile privée. Ça coûte cher avoir une auto, ça coûte cher à l'achat, ça coûte cher collectivement parce que ça crée des impacts au niveau de la sécurité, tout ce qui est accident, de la santé publique. Les gens sont beaucoup moins actifs quand ils se déplacent en véhicule, puis un coût sur les dépenses des ménages. Donc je pense qu'on travaille pas du tout dans le bon sens avec ces alternatives-là. Ben, d'abord, je pense que l'idée que le pont de Québec est à la fin de sa vie utile est discutable. Je pense que c'est un pont qui mérite d'être entretenu. C'est quand même une structure qui est reconnue comme assez exceptionnelle à l'échelle internationale par ses caractéristiques. Si je me fie en fait aux ingénieurs qu'on entend, c'est que l'infrastructure est encore bonne pour plusieurs années si on l'entretient. Si on fait un entretien régulier et on le répare, on peut prolonger la durée de vie utile de manière presque indéterminée, là. Il faut savoir que Québec est devenue la deuxième ville au Canada avec le plus de kilomètres d'autoroutes par habitant, juste derrière Calgary. Il y a plus de 400 ans, nos ancêtres ont fondé une ville unique en Amérique du Nord, dense et fortifiée, centrale et pittoresque, trônant du haut de sa falaise.
Il faut maintenant se demander si on va en faire une Cleveland, une Détroit, une Los Angeles, ou si on veut redonner à notre vieille capitale ses lettres de noblesse.